Dans les Everglades de Floride, prédateurs et proies se côtoient. Des centaines de chasseurs affluent dans l'état du soleil pour capturer et abattre un maximum de pythons birman. De nouvelles images des marais floridiens révèlent des conséquences inattendues. Dès que les scientifiques ont visionné l'enregistrement de cette caméra de surveillance, un silence de mort s'est abattu sur la salle. Non pas à cause de ce qu'il montrait, mais à cause de sa signification. Nous pensions tous connaître la fin de cette histoire. Les pythons birmans ont envahi les Everglades. Ils ont décimé 90% des mammifères. Le silence s'est installé. Nous connaissons tous cette histoire par cœur. Mais ces images ont été filmées l'an dernier au cœur de la réserve nationale de Big Cypress. Et ce qu'elles ont capturé est quelque chose que 2 décennies de recherche sur le terrain, d'interventions gouvernementales et des millions de dollars investis dans du matériel de chasse de pointe n'avaient jamais permis de produire. Quelque chose a changé dans ces marais. Quelque chose que personne n'a orchestré, que personne n'a planifié, que personne n'a prédit. Les scientifiques qui visionnent ces images ne se réjouissent pas. Ils ne paniquent pas non plus. Ils font quelque chose de bien plus troublant. Ils se posent une question dont personne ne connaît encore la réponse. Les Everglades n'étaient pas qu'un simple marécage. C'est la première erreur que l'on commet. Il s'agissait d'une rivière d'herbe au cours lent. 1,5 million d'acres de nature sauvage subtropicale s'étendant à travers le sud de la Floride, filtrant l'eau potable pour des millions de personnes, absorbant les ondes de tempête et régulant les conditions météorologiques. Les scientifiques ont estimé sa valeur écologique à plus de 31 milliards de dollars par an. Non pas grâce au tourisme, mais grâce à son rôle essentiel. La protection contre les inondations, la recharge des nappes phréatiques, la complexité biologique qui a mis des milliers d'années à se constituer. Et la vie qu'elle abrite est stupéfiante. D'immenses volées d'oiseaux échassiers obscurcissaient le ciel au-dessus des prairies de marisques. Des alligators patrouillaient chaque chenal. Ratons, laveurs, lynx, roux, opossums, cerfs de Virginie. La chaîne alimentaire était profonde, complexe, autosuffisante, ancestrale. Ce système fonctionnait sans interruption depuis la nuit des temps. Puis le ciel s'est obscurci. En août 1992, l'ouragan Andrew a frappé le sud de la Floride, un monstre de catégorie 5. Avec des vents soufflant à plus de 265 km/h, des quartiers entiers ont été rasés en moins d'1 heure. Parmi les décombres, un élevage de reptiles près de Miami a été ravagé. Lorsque les vents se sont finalement calmés, un nombre indéterminé de pythons birmans s'étaient réfugiés dans les zones humides et avaient disparu. Mais voilà le hic. Andrew n'était pas le seul problème. Ce n'était même pas le problème principal. Dans les années 1990, les pythons birman étaient les animaux de compagnie exotiques à la mode. On les achetait pour une dizaine de dollars dans les salons des reptiles assez petits. Pour tenir dans la main, ils étaient parfaits pour faire sensation en soirée. Mais on ne pensait pas à la suite. Ces serpents grandissent d'un vite. Un serpent qui tient dans la paume de la main devient un prédateur de 3 mètres et 23 kilos en quelques années seulement. Dépassés par la situation, les propriétaires n'ont eu d'autre choix que de se rendre en voiture à la lisière des Everglades et de relâcher leurs animaux. Ils se disaient qu'ils les libéraient. En réalité, ils introduisaient une arme biologique dans l'écosystème le plus vulnérable d'Amérique du Nord et s'en allaient tranquilles. Pendant des années, personne n'y a prêté attention. Les pythons se déplaçaient silencieusement dans les herbes coupantes invisibles se multipliant dans l'ombre. Et les Everglades offraient un terrain propice à leur prolifération. La chaleur, l'humidité, l'abondance d'animaux indigènes ayant évolué pendant des millénaires, sans jamais avoir été confronté à un prédateur de 18 kg capable de retenir sa respiration sous l'eau pendant 30 minutes et de détecter la chaleur corporelle d'un mammifère à sang chaud dans l'obscurité la plus totale. Le python birman est un chef-d'œuvre d'ingénierie destructrice.
Ces écailles lui offrent un camouflage quasi parfait dans l'herbe sèche et les eaux troubles. Des fossettes thermosensibles le long de ses mâchoires détectent les signatures thermiques à plusieurs mètres de distance. Un raton laveur se déplaçant dans l'obscurité ne se rend compte de la présence du serpent que lorsqu'il est déjà enroulé autour de sa cage thoracique. Et puis, il y a la question de la reproduction. Une seule femelle pond jusqu'à 100 œufs par ponte. En l'absence de prédateurs naturels, la population a explosé. On estime aujourd'hui la population de Python Burman entre 100 et 300 individus qui parcourent le sud de la Floride. Une étude marquante, publiée dans les actes de l'Académie nationale des sciences, a révélé des chiffres qui ont stupéfié la communauté scientifique. Dans les zones les plus touchées des Everglades, les populations de ratons laveurs ont chuté de 99%. Celles des opossums ont diminué de 98%. Celles des lynx roux ont baissé de 87%. Dans certaines zones étudiées, les lapins des marais et les renards avaient pratiquement disparu, non pas réduits, mais éradiqués. Et tenez-vous bien, des biologistes qui avaient passé des décennies à travailler dans les Everglades ont décrit un phénomène qu'ils peinaient à exprimer. Ils l'ont appelé le silence. Traverser des kilomètres d'habitat, autrefois si vivants sans rien voir. Aucun mouvement dans les sous-bois, aucun animal traversant la route. Juste une nature sauvage immobile, vide et silencieuse. La base de la chaîne alimentaire avait été entièrement dévorée. Les envahisseurs avaient trouvé le paradis et ils le dévoraient tout entier, chassaient les fantômes dans l'herbe. La première réaction de la Floride ressemblait, vue de l'extérieur, à un coup de publicité déguisé en action de conservation. Ils ont lancé le Florida Python Challenge, qui vient de se terminer dans les Everglades. L'objectif: éradiquer ces serpents invasifs. Une invitation ouverte à tous les courageux qui oseront s'aventurer dans les marais et traquer les envahisseurs. Prise en argent, rémunération horaire, spectacle annuel. En 2024, le total s'élevait à 195 pythons capturés. Le calcul était implacable: retirer 200 serpents d'une population de 300 zéros. C'est comme essayer de vider l'Atlantique avec une louche. Depuis 2017, les chasseurs professionnels rémunérés ont éliminé plus de 23 serpents au total. Cela représente probablement encore moins de 5% de la population. Les drones thermiques ont échoué, car les pythons sont à sang froid et les Everglades sont déjà très chaudes. Les lapins robotisés ont échoué car les prédateurs à l'affût ne poursuivent pas les leurs mécaniques. Le programme Serpent Judas fonctionne, mais son déploiement à grande échelle est loin d'être assez rapide. Le problème est le suivant: la technologie était défaillante. Les chasseurs étaient dépassés. La Floride s'était attaquée à un ennemi bien plus puissant avec un couteau. Mais les équipes de terrain ont alors commencé à signaler un phénomène qui ne correspondait à aucun modèle existant. Un phénomène qui, si l'on y réfléchit, est plus inquiétant que tout comportement instinctif d'un serpent. Les pythons devenaient plus intelligents. Les pièges efficaces, un mois donné, ne fonctionnaient plus le mois suivant. Les chasseurs retournant sur les sites productifs ne trouvaient rien. Non pas que les serpents s'aient disparus, mais parce qu'ils s'étaient déplacés plus profondément loin des digues fréquentées par les humains, dans un terrain presque impraticable à pied. Le docteur Bartoshek et son équipe de la Conservancy of Southwest Florida ont documenté l'évolution des déplacements des pythons sur plusieurs saisons de terrain. Les serpents n'évitaient pas les chasseurs par hasard. Ils se déplaçaient systématiquement loin des zones fréquentées par l'homme. Qu'il s'agisse d'un apprentissage comportemental chez chaque individu ou de la sélection naturelle éliminant discrètement les imprudents et ne laissant se reproduire que les plus prudents. Les deux explications sont équivalentes.
Un super prédateur déjà quasiment indétectable devenait de plus en plus habile à disparaître de lui-même sans que personne ne lui apprenne. La Floride a tout mis en œuvre pour aider ces animaux et ils s'adaptent. Si vous voulez suivre leur évolution, abonnez-vous dès maintenant, car ce qui change la donne ensuite n'a rien à voir avec les chasseurs, les drones ou les pièges. C'est invisible, c'était tapis dans le marais depuis le début. Et lorsque les scientifiques ont enfin découvert ce que cela faisait, l'une d'entre elles, au moins, a dû s'éloigner de la table d'examen avant de pouvoir poursuivre ses travaux. L'arme invisible. Alors que les chercheurs observaient la stabilité ou l'augmentation du nombre de pitons, un organisme microscopique se déplaçait dans les Everglades en toute discrétion. Il était arrivé avec les espèces envahissantes. Il s'était propagé silencieusement pendant des années et s'apprêtait à bouleverser l'écosystème du sud de la Floride. Son nom, Railietina orientalis. Les scientifiques l'appellent le ver pulmonaire du serpent. Lorsque la docteure Cristina Romagosa, chercheuse à l'Institut des sciences alimentaires et agricoles de l'Université de Floride, a constaté ce problème chez des serpents indigènes de Floride, elle a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Elle effectuait alors des bilans de santé de routine sur des espèces locales, des couleuvres rayées, des crotales pygmées, des animaux communs, qui auraient dû être en pleine santé. Ils étaient émaciés, faibles, se déplaçant avec la lenteur laborieuse d'animaux peinant à respirer. En les ouvrant, elle découvrit la source du problème. Leurs poumons étaient remplis de dizaines de minuscules vers grouillants enfouis dans les tissus, bloquant les voies respiratoires et se nourrissant de sang. Elle resta debout devant la table d'examen et dut s'arrêter un instant avant de reprendre son travail, car ce qu'elle observait n'était pas une épidémie locale. Il s'agissait d'une invasion systémique qui se propageait depuis des années sans que personne ne la détecte. Railietina orientalis est originaire d'Asie du Sud-Est. Les pythons birmans en sont porteurs, mais ils ont eu des milliers d'années pour développer une tolérance. C'est tout simplement incroyable. Et tenez-vous bien la transmission elle-même. Et tenez-vous bien, la chaîne de transmission est l'un des phénomènes les plus troublants documentés en biologie de la faune sauvage moderne. Un python infecté laisse des excréments dans l'eau du marais. Les cafards ingèrent ces excréments et se chargent des larves parasites. Les grenouilles mangent les cafards. Un serpent indigène mange la grenouille. À l'intérieur du serpent, les larves ne restent pas dans l'estomac. Elles creusent des galeries à travers la paroi de l'estomac. Elles migrent directement vers les poumons. Elles s'y fixent, se nourrissent et se multiplient. À mesure que l'infection progresse, les voies respiratoires se remplissent. Le serpent s'affaiblit et cesse de s'alimenter. Finalement, elle finit par suffoquer. Des chercheurs ont observé des serpents agonisant, la bouche pleine de vers pulmonaires. Ce n'est pas une description que j'aurais voulu écrire. C'est pourtant ce que montrent les observations de terrain. Et c'est là que la situation devient vraiment sinistre. Les scientifiques ont cartographié la propagation et constaté que le parasite avait déjà complètement quitté les Everglades. Au moins 18 espèces de serpents indigènes différentes étaient infectées. Le ver pulmonaire avait atteint Jacksonville au nord, et le plus inquiétant, c'est qu'il n'a plus besoin du python pour se propager. Il a franchi la barrière des espèces. Il se transmet désormais de lui-même entre les populations de serpents indigènes. Même si tous les pythons birmans de Floride disparaissaient demain, le fléau persisterait. Auto-entretenu permanent. La chaîne alimentaire s'effondrait par le haut. Les pythons dévorent les mammifères. Et maintenant, de l'intérieur, le ver pulmonaire décime les populations de reptiles qui assurent l'équilibre de la chaîne alimentaire. Deux catastrophes simultanées qui s'aggravent mutuellement. Mais au milieu de ce chaos, l'équipe du docteur Romagosa a fait une découverte qui a dissipé le désespoir. Une espèce en particulier est restée indemne. Le mocassin d'eau de Floride.
Une vipère venimeuse présente dans tout l'habitat infecté ne présentait aucun signe d'infection par le ver pulmonaire et ce, sur plusieurs sites d'études et au cours de différentes saisons de terrain. Pas de ver, pas de détresse respiratoire, rien. Personne ne pouvait l'expliquer. Un élément de la biologie du mocassin d'eau créait un environnement hostile aux parasites. Qu'il s'agisse de la réponse immunitaire, de la chimie sanguine, de la composition de son venin, ou d'un tout autre facteur, le mécanisme restait inconnu. Mais les implications étaient considérables. Si une espèce indigène avait percé le secret de cette résistance, celle-ci pourrait être reproduite. Elle pourrait bien être la clé de tout. Les scientifiques l'ont classée comme la question la plus urgente et la plus complexe de la biologie de la faune sauvage de Floride. Et alors qu'ils cherchaient encore des réponses, la Floride annonça un plan si contre-intuitif que le monde entier sur Internet le jugea insensé relâcher davantage de serpents. Le roi revient. Lorsque la nouvelle a éclaté que les autorités floridiennes prévoyaient de relâcher des centaines de serpents dans la nature, la réaction a été immédiate et impitoyable. La Floride n'a-t-elle pas déjà assez de serpents? Certains ont évoqué le cas du crapaud buffle, introduit en Australie en 1935 pour lutter contre les coléoptères. Une solution humaine devenue une catastrophe écologique. Les moqueries ont fusé. Mais voilà le hic. Il ne s'agissait pas de n'importe quel serpent. L'animal relâché était le prédateur suprême légitime de la forêt de retour dans un royaume dont il avait été chassé par l'urbanisation des décennies auparavant. Le serpent indigo de l'Est. Le plus long serpent indigène d'Amérique du Nord. Il peut atteindre 2 mètres de long. Ses écailles d'un bleu noir irisé captent la lumière comme du métal poli. Et sa biologie est extraordinaire. Le serpent indigo de l'Est est un ophiophage confirmé, un mangeur de serpents. Il ne les étrangle pas. Il immobilise sa proie avec ses puissantes mâchoires et l'avale vivante. Il est totalement immunisé contre le venin de toutes les crotales indigènes d'Amérique du Nord. Serpents à sonnette mocassin d'eau. Mocassins à tête cuivrée. L'indigo les dévore tous sans difficulté. Rien dans la forêt ne peut l'arrêter. Du moins, rien ne le pouvait autrefois. Le déclin de l'indigo n'est pas dû à un prédateur, mais à une tortue. L'indigo de l'Est dépend des terriers de la tortue gopher pour sa thermorégulation et pour s'abriter des chaleurs extrêmes des étés floridiens et des rares vagues de froid hivernal. Avec l'urbanisation galopante des forêts de pins à longues aiguilles et des broussailles du nord de la Floride au milieu du XXe siècle, les populations de tortues gopher se sont effondrées, incapables de survivre sans ces terriers. Le serpent indigo a disparu avec eux. En 1978, le serpent indigo de l'Est avait pratiquement disparu du nord de la Floride. Pendant des décennies discrètement et presque inaperçues, des associations de protection de la nature ont œuvré pour inverser la tendance élevage de serpents indigos en captivité. Restauration des forêts de pins à longues aiguilles. Réintroduction de tortues. Gopher sur des sites aménagés dans la réserve naturelle d'Apalachicola Bluffs and Ravines et mise en place de l'infrastructure écologique nécessaire à la réussite de toute réintroduction. Puis fin 2023, une caméra de surveillance installée dans la réserve a capturé des images qui ont contraint l'équipe de recherche à tout interrompre. Le docteur Kevin Henge, herpétologue à la Commission de conservation de la faune et de la flore de Floride, est l'un des principaux scientifiques en charge de la réintroduction du serpent indigo, fut parmi les premiers à le voir. Il avait passé des années à relâcher des animaux, à les suivre, à observer certains survivre et d'autres disparaître. Sur l'écran, on voyait 2 jeunes serpents indigo de l'Est fraîchement éclos se déplacer dans les sous-bois. Il ne s'agissait pas de serpents relâchés, nés à l'état sauvage. Vivants. Les premiers serpents indigo de l'Est nés à l'état sauvage dans le nord de la Floride depuis près de 50 ans.
Il a regardé la vidéo 2 fois, puis il a pris son téléphone pour appeler ses collègues. Ses mains de son propre aveu n'étaient pas tout à fait stables. Le roi se reproduisait. Pour la première fois en un demi-siècle, l'empereur du sous-bois constituait une population sauvage en toute autonomie. Et pendant que cela se produisait au nord, un phénomène imprévu se déroulait au sud. Les animaux indigènes qui avaient été la proie des prédateurs pendant 20 ans commençaient à adopter un comportement inédit. L'équipe locale riposte. Pendant 2 décennies, l'histoire des Everglades n'a connu qu'une seule conclusion. Les pitons étaient les monstres, la faune indigène les victimes. La chaîne alimentaire s'est déplacée vers le bas et n'a pas cessé. L'équipe du docteur Bartoszek a ensuite localisé le signal de l'émetteur d'un python birman de 23 kg nommé Loki dans la réserve nationale de Big Cypress. Travail de terrain classique. Ils le traquaient depuis des semaines. Arrivés aux coordonnées indiquées, ils découvrirent une carcasse. La tête de Loki avait été arrachée. Une caméra de surveillance installée à proximité avait enregistré toute la scène. Le prédateur était un lynx roux. Un lynx roux, indigène pesant à peine 11 kg, soit la moitié du poids du serpent qu'il venait de tuer. Il avait traqué le python, repéré son point faible, attaqué au bon angle et triomphé. Bartoszek a visionné les images et, selon ses collègues présents, était resté silencieux pendant plusieurs secondes avant d'annoncer qu'il fallait immédiatement retirer toutes les autres caméras de la zone. Et le problème n'était pas isolé. Des signalements affluaient de toute la Floride du Sud, des alligators tendant des embuscades à de jeunes pythons dans les cours d'eau. Une panthère de Floride filmée en train de tuer un serpent de taille moyenne dans les herbes coupantes. Des prédateurs indigènes de plusieurs espèces identifiaient les faiblesses du python. Sa léthargie après un repas copieux, son exposition lors des traversées de cours d'eau. Ces brefs instants d'inattention, où même un prédateur à l'affût parfait n'est pas pleinement vigilant. Et le constat est clair, la situation n'est pas en train de s'améliorer. Les pythons continuent de dominer par leur nombre. Un seul lynx roux ne peut pas effacer 20 ans de destruction. Mais la dynamique a changé. Ce n'est plus un massacre à sens unique. C'est pour la première fois une guerre. Et les guerres peuvent basculer en un instant imprévu. Ce qui nous ramène à ces images. Les images que le docteur Bartoszek a visionnées 3 fois avant de se taire. Les images à l'origine de cette seule histoire. Le point de convergence. C'est ici que tous les fils de cette histoire convergent vers quelque chose que personne n'avait prévu et que personne ne comprend encore pleinement. Les couleuvres indigo de l'Est relâchées dans le nord de la Floride étendent leur territoire vers le sud. Les données des pièges photographiques de la réserve d'Apalachicola et des corridors écologiques environnants montrent que la population née à l'état sauvage étend son aire de répartition. Parallèlement, la population de python birman progresse inexorablement vers le nord suivant le réchauffement climatique et les cours d'eau reliant le sud de la Floride au reste de l'État. Ces 2 populations sont sur une trajectoire de collision. Personne ne sait exactement où ni quand cela se produira, mais c'est inévitable. Imaginez une couleuvre indigo de l'Est, immunisée contre le venin agressif et ayant évolué spécifiquement pour chasser d'autres serpents, se retrouvant face à un python birman qui pèse plus de 18 kg de plus. La stratégie de la couleuvre indigo ne repose pas sur la taille, mais sur la vitesse, la puissance de sa mâchoire et une ténacité à toute épreuve. Elle a déjà vaincu des crotales et des mocassins d'eau. Il n'a jamais affronté un python birman adulte. Personne n'a jamais documenté ce combat. Mais c'est là que le bât blesse. L'enthousiasme suscité par le retour du python indigo fait parfois oublier un détail crucial: le ver pulmonaire se propage vers le nord. Si le python indigo oriental étend son aire de répartition vers le sud en territoire infecté avant que l'on sache s'il y est résistant, il tombera droit dans un piège biologique. Le parasite, qui a déjà contaminé 18 espèces indigènes à partir du python birman, pourrait atteindre l'animal censé sauver l'écosystème avant même que celui-ci n'ait eu la moindre chance de se défendre.
50 ans d'efforts de conservation réduits à néant au pire moment. Se retrouver nez à nez avec Riley Iotella orientalis sans défense connue. Voilà ce que les caméras ont révélé. Ce n'est pas une victoire éclatante. Ce n'est pas un effondrement final, c'est quelque chose de bien plus étrange. Un écosystème brisé qui retrouve un nouvel équilibre grâce aux collisions entre un géant invasif. Un parasite microscopique sans loyauté envers aucune espèce. Un prédateur ancestral revenu d'entre les morts et des animaux indigènes qui ont été décimés pendant 20 ans et qui commencent maintenant à se défendre. Les lynx roux apprennent. Le roi se reproduit à l'état sauvage pour la première fois en 50 ans. Le marais n'est pas mort, mais il lutte avec acharnement sur plusieurs fronts contre des ennemis qui n'existaient pas il y a une génération. La bataille pour les Everglades entre dans sa phase la plus violente et la plus imprévisible. Alors qui l'emportera? L'Indigo de l'Est arrivera-t-il à temps? Et aura-t-il les moyens d'affronter un python sur son propre territoire? Le ver pulmonaire atteindra-t-il l'Indigo en premier? Et le projet de restauration mené depuis un demi-siècle s'achèvera-t-il avant même que la confrontation n'ait lieu? La mystérieuse résistance du mocassin d'eau permettra-t-elle de trouver le remède? Le comportement acquis du lynx roux se répandra-t-il assez vite pour avoir un impact? Personne ne détient encore les réponses à ces questions. Et c'est précisément ce qui rend les images des marais de Floride si extraordinaires. Car pour la première fois en 20 ans de lente dégradation, l'issue est véritablement incertaine. Partagez vos pronostics dans les commentaires. Qui survivra, l'espèce envahissante, le parasite, le roi ou l'espèce locale? Abonnez-vous dès maintenant. Le marais a encore bien des secrets à nous révéler. Ce n'est que le début.